Et on est heureux d'accueillir Christelle Avenier et Miguel Cornero, qui sont tous les deux architectes et qui vont nous se présenter tout à l'heure. Alors on leur a demandé de nous présenter dans un premier temps quelques références qui les inspirent d'architecture, parce que vous êtes en deuxième année, on le voit dans l'atelier qu'on a besoin de références pour faire le projet. Donc voilà, là ils vont vous présenter celles qui leur sert et qui les inspire. Et ensuite on va parcourir 5 de vos projets, allant du moins dense, d'une maison individuelle, à une augmentation en densité dans un milieu urbain. Donc vous aurez 5 projets comme ça, et après je vous laisserai l'ouverture de cette conférence et éventuellement quelques échanges avec vous. Bon, merci beaucoup d'être là. Merci. Donc tout d'abord, merci d'être venu pour assister à ce 3e volet, Espace de l'habité, numéro 3. Je voulais remercier Yannick de nous avoir invités et à l'école de nous accueillir. Donc c'est un thème qui est très vaste, qui touche tout le monde. Le logement, on a tous un avis sur le logement, on a tous une expérience. Et aujourd'hui, plus de la moitié de la planète vit dans une densité, dans une ville, avec énormément de contraintes et où la recherche d'espace est très importante. Donc là, c'est un exemple vu du ciel Hong Kong. Je prends des extrêmes pour que ce soit très parlant au début. Et donc là, on a encore des façades avec un côté très vertigineux où on sent qu'il y a une importance à bien dessiner pour arriver à une générosité, à un confort. C'est encore une mégalopole, Sao Paulo, avec toujours une densité allant du construit, presque autoconstruction, jusqu'à de la construction de grands collectifs. Et donc là, c'est une représentation, c'est une photographie d'Andrea Gursky où il mêle la consommation, l'opulence et donc tout ce qu'on peut rencontrer dans notre culture. Et donc pour partir sur un autre extrême, sur une opposition, il y a aussi le logement individuel. Et donc là, c'est le logement individuel qui est représenté par cet exemple de Solo House de Pezzo von Elrichshausen. Donc c'est une agence chilienne qui, ici, dans cet exercice, a construit un logement un peu spécifique, puisque c'est une maison qui est dans un site exceptionnel en Espagne. Et donc là, on a un logement où la transition de l'intérieur et de l'extérieur est très fluide. On est dans le paysage, on vit dans le paysage, et les limites intérieures-extérieures sont très floues. On a, comme on voit sur cette photo, un habité, une habitation qui se mêle au paysage. Et on est là dans une pièce qui peut être aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'était cet exemple qui nous semblait intéressant. Ensuite, par rapport toujours à ce thème de habiter et du logement, on a tous vécu cette période de confinement il y a 2 ans, et on a tous eu ce moment de pause qui nous a permis d'observer et de regarder un petit peu en introspection le logement dans lequel on a passé ces mois de confinement. Et donc là, c'est une image de Paris où on voit la ville qui est complètement vidée de son flux, de ses voitures, de ses habitants. Et donc, cette introspection, ce moment de pause, nous a permis de réfléchir et de savoir dans quelle direction on avait besoin d'amener notre logement.
Et voilà, en gros, ce qu'on voulait mettre sur la table, c'était que suite à ce confinement, il y a pas mal de réflexions qui nous ont amenés vers des dystopies, comme cette image de Paris, Arc 2, des Chris Morin, dans laquelle la jungle est emparée des Paris. Et du coup, voilà, c'est une question aussi sur la vie dans la ville, mais aussi l'apparition aussi beaucoup des utopies dans lesquelles on est autonome, on est dans un éco-village avec une permaculture verticale et on est tous autonomes dans l'habitat de tous les jours. Donc voilà, c'est un peu les types des réflexions qui sont émanées lors du confinement, qui nous ont amenés à nous poser aussi quelle qui est priorité dans le logement. Bien sûr, le confinement nous a questionné sur la taille des logements, sur la flexibilité et sur les liens avec l'extérieur. Et donc, donc voilà, toutes ces priorités, nous le confrontons avec cette image d'un photographe qui s'appelle Jeff Wall sur la vue d'un appartement dans lequel on a les usages d'aujourd'hui avec les fer à repasser et en fait la vie de tous les jours confrontée à un espace limité et nous pose la question aussi sur le rapport avec son extérieur. Et dans ce cadre-là, nous avons souhaité vous montrer des principes ou des projets qui pour nous, aujourd'hui, deviennent complètement dans l'actualité des objectifs. C'est pour ça que dans les priorités en fait, qu'on cherche, c'est le rapport à l'extérieur qui est devenu un des sujets importants. Et ce qu'on peut illustrer aussi avec cette maison Moriyama House à Tokyo, faite par l'architecte Ryu Nishizawa, dont l'espace extérieur est vraiment le lien de tous les espaces. C'est un projet dans lequel on a une multiplicité en fait, d'espaces sans a priori des hiérarchies. Chaque espace, on peut le voir dans le plan, devient important et c'est l'extérieur qui est les liens. Voilà, le séjour, il peut être aussi être un coin et la salle de vie à un autre. Et donc, c'est cette fluidité liée à l'extérieur qui nous semblait intéressante à développer. On revient aussi dans ce questionnement de l'habitat et des usages aux exemples donnés par les Case Study House. Ici, la numéro 22 par l'architecte Koenig. Et c'est le plan libre qui nous intéresse, de le mettre au goût du jour, avec des vues sur le paysage, sur les villes et sur le lointain. Et c'est un sujet, en fait, qui était aussi repris par Jean Nouvel et Jean-Marc Guibos avec Nemosus, c'est-à-dire que le plan devient quelque chose de très fluide, très large, et on cherche vraiment des espaces de vie les plus grands possibles, avec une réutilisation des équipements, un détournement en fait des matériaux qui permettent vraiment de changer un peu le langage de l'habitat. Voilà, ici on trouve donc un langage plus technique et qui illustre en fait une certaine modernité dans laquelle en fait aujourd'hui on peut s'emparer. Dans ces langages-là aussi, on pense important aussi, on a une continuité en fait dans l'architecture de M. Drouot et la Caton et Vassal, dans le bâtiment des Bois-les-Prêtres, et dans lesquels en fait ils sont ajoutés un espace d'extension, cette pièce de vie qui permet un usage nouveau, une liberté en fait dans l'usage, une extension qui devient non seulement un jardin d'hiver, mais aussi une nouvelle pièce
et qui peut accueillir aujourd'hui le télétravail ou simplement l'espace des jeux des enfants dans une famille qui a plusieurs enfants, qui a évolué. Voilà. Donc, voilà en fait le schéma de la réhabilitation du projet dans lequel voilà, l'existant est à votre gauche et l'extension est juste en face. Voilà. Dans ce type de dispositif, ça nous semble important aussi et intéressant de revenir sur des exemples aussi anciens que la ville impériale, enfin la Katsura, la maison impériale qui date du XVIIe siècle, et dans lesquelles on ne retrouve plus des cloisons fixes, tout est coulissant, et donc on a une vraie évolutivité des fonctions. On a vraiment un lieu de vie qui est modulable et qui la vertu en fait de bouger suivant les cloisons qu'on positionne d'une certaine façon. C'est d'ailleurs dans cette même registre qu'on peut voir aujourd'hui des projets de nos confrères, notamment celui de Sophie Delay à la Via Romane à Dijon, dont on a vraiment une modularité des pièces qui peut vraiment accueillir différentes pièces, enfin différentes fonctions dans les pièces qui sont de la même taille. Si on peut percevoir sur ces plans-là, par exemple, que ces logements-là, ils sont constitués des pièces ayant tous 13 mètres carrés, je crois, et dans lesquelles on a une vraie flexibilité d'usage. On peut avoir le séjour, inverser le séjour et les chambres, les espaces de vie, voilà, on peut relier ensemble et tout ça avec un jeu décollissant tout autour qui font que chaque habitat devient unique. Pour continuer sur cette réflexion due voilà, un confinement, je voulais aussi parler de ce projet-là à Berlin. C'est la Terrassenhaus des Pins d'Hubert, dans lequel l'espace commun est devenu aussi un sujet important pour développer l'usage de la maison. Un projet qui au départ qui est destiné à des locaux activités au rez-de-chaussée est devenu vraiment un espace presque politique de l'habitat dans lesquels on accède aux étages via les terrasses communes qui deviennent ainsi des lieux de rencontre et des lieux de vie pour créer des espaces de vie pour tous les voisins. C'est ce qu'on peut voir sur cette image-là. Et voilà, ça nous semblait aussi important de soulever le fait que dans tous ces propositions-là, il y a aussi la notion de générosité, qui je pense important de développer, pas comme un simple mot, mais plutôt comme une responsabilité à dessiner des choses dans lesquelles les gens ils vont habiter, mais aussi un mot qui a de la force parce qu'il faut de la conviction pour amener ces dispositifs au bout. Voilà un peu les exemples qu'aujourd'hui nous viennent à l'esprit pour développer le logement de demain, d'aujourd'hui. Donc là, je vais vous présenter 5 projets de l'agence, donc principalement en région parisienne, et un projet qui se trouve à Nantes. Donc le premier projet, c'est un projet qu'on a réalisé en 2011. C'était un de nos premiers projets, et donc c'était un petit projet pour des clients privés. C'était un projet de maison familiale qui se trouve donc à Orsay. On a commencé à faire des esquisses, à dessiner des maisons avec des toitures plates, avec des toitures inclinées, avec un pan, 2 pans, 4 pans. Et finalement, on a décidé de reprendre la typologie toute simple de la maison à 2 pans, de travailler un volume extérieur assez simple, d'utiliser un matériau qui est le bois, et en fait de faire un travail assez riche, mais plutôt à l'intérieur du bâtiment,
Donc en fait, cette famille, qui était assez jeune à l'époque, elle se plaignait de ne pas avoir de lumière et de ne pas avoir de soleil dans le logement qu'elle occupait. Donc on a essayé par plusieurs artifices de faire rentrer le soleil à l'intérieur des espaces et à chaque moment de la journée. Donc on a réussi à placer la cuisine à l'est pour avoir le soleil le matin, le séjour à l'ouest pour avoir le soleil en fin de journée le soir, pour accueillir les dîners ou les apéros. Et on a comme ça plusieurs artifices et une grande générosité au niveau des ouvertures. Donc ici, on est à l'étage et on a donc cette ouverture, cette fenêtre qui permet de capter la luminosité dans le séjour. Le séjour qu'on peut voir sur la diapositive de gauche. Et donc, on a une double hauteur dans ce séjour. Et donc, l'espace permet à la lumière de venir se poser sur tous les murs. Et on a comme ça un phénomène de luminosité qui vient se répercuter sur les matériaux. On a également dans les chambres des enfants utilisé la hauteur, la double hauteur, pour libérer l'espace de sol et venir installer les lits, donc pour avoir un maximum d'espace de jeu. On a également on a des jours de souffrance qui viennent prendre un petit peu de lumière sur les côtés. C'est un de nos premiers projets, donc on a beaucoup travaillé le détail, et donc notamment le mobilier, toutes les cloisons ont une fonction également de mobilier, et ici c'est un garde-corps qui fait aussi commode, qui est un élément de rangement. Et tout le travail qu'on a pu effectuer sur cette maison, comme les niches au niveau de la salle de bain, la lumière jusqu'aux salles d'eau, on a pu le réutiliser dans des projets qui sont arrivés par la suite et qui étaient du collectif. Donc on a nourri comme ça ce bâtiment, ce logement unifamilial, individuel. Il nous a permis de nourrir les logements collectifs. Donc là, c'est une petite sélection des plans en 3D pour vous montrer un petit peu l'articulation de cette maison. Donc elle est très simple. Il y a un noyau central qui nous permet d'avoir une grande fluidité de plans, qui nous permet de tourner autour sans jamais être face à une pièce fermée. Et donc, on voit la lumière qui arrive sur 3 façades dans la pièce à vivre. Là, on est à l'étage et on peut voir les endroits où on a des doubles hauteurs avec une vue sur le salon et sur l'entrée en double hauteur. Là, je fais un retour sur la matérialité. On aime bien utiliser un matériau jusqu'au bout. Et donc là, on avait du red cedar, du cèdre rouge, qui est un matériau, un bois de grande qualité. On a également choisi de faire sa toiture avec le red cedar et les occultants. Donc on peut voir sur le séjour un occultant qui est en bois. Et donc voilà, là on est sur la terrasse du premier étage et on peut apprécier le contexte et la diversité d'horizons et d'espaces verts. Donc le deuxième projet, c'est un projet dans Paris. Là, on est avec du logement social, 22 logements sociaux. C'est pour un client, donc un bailleur, Habitat Social Français. Et on est dans le 12e arrondissement. On est à l'intérieur d'une parcelle
très contrainte, donc une parcelle classique parisienne un petit peu qui ressemble un petit peu à celle que vous avez en exercice, avec des mitoyens, voilà, et on est complètement contraint au niveau des épaisseurs de bâtiments et du gabarit. C'est un bâtiment qui est BEPOS, ça veut dire qu'il est à énergie positive. Il consomme moins d'énergie qu'il en produit. Donc on a voulu utiliser plusieurs artifices pour arriver à ce résultat. On a donc une chaufferie bois. C'était un des premiers bâtiments de logement social à chaufferie bois dans Paris. On récupère les eaux de pluie, évidemment. On a une isolation de très haute qualité. On a fait la guerre à tous les ponts thermiques. On récupère la chaleur sur les eaux grises, c'est-à-dire que les eaux qui sont utilisées pour prendre sa douche, pour prendre un bain, ces eaux dégagent de la chaleur et cette chaleur est récupérée. On a également des panneaux solaires pour la production d'eau chaude et on récupère également l'énergie sur le freinage des ascenseurs. Ça, c'était un petit point pour vous donner un petit peu les pistes qu'on peut avoir par rapport à l'énergie et à un bâtiment. On peut voir également sur cette axonométrie que la parcelle de jardin est très réduite, mais ne serait-ce que sa petite taille, elle mérite d'être traitée avec une grande qualité. Au niveau de la façade, donc c'est un bâtiment qui est en briques et on a utilisé la trame. On avait un bâtiment sur sa mitoyenneté gauche qui était également en briques et on est en face de la mairie du 12e. Donc on avait un peu une évidence par rapport à cette matérialité. Et sur la mairie du 12e, on a également une ornementation de couleur bleue, mais bleu assez toute soutenue. Donc en rappel à la mairie, on a travaillé une ornementation qui se fait à l'intérieur de la trame et qui se fait avec de la brique bleue, qui est de la brique émaillée en fait. Donc c'est une brique qui a reçu un traitement spécial et qui a une brillance. Et ce traitement nous permet d'avoir ce dessin. On a également à l'intérieur des trames une modénature qui nous permet de faire un petit dessin et de travailler la façade. Au niveau des logements, donc ce sont 22 logements sociaux, on aime bien ramener la lumière, enfin pour nous, les qualités qui sont très importantes, ce sont les espaces. Là, on est dans des espaces assez contraints puisqu'on n'a pas la place indéfinie, donc on doit se placer sur la parcelle avec les contraintes de programme. Mais on travaille quand même l'apport de la lumière jusqu'au cœur du bâtiment, jusqu'au cœur des parties communes. Donc la diapositive de gauche, c'est l'entrée, donc l'entrée du bâtiment qui pour nous, c'est une représentation de ce qu'on va trouver dans le logement. C'est un peu l'image de son habité, donc c'est quelque chose que l'on soigne beaucoup. Et ensuite, sur la diapositive de droite, c'est un palier, et on a réussi à amener de la lumière naturelle dans le palier, car la montée d'escalier qui est encloisonnée, qui est en béton, possède une paroi vitrée. Donc cet artifice nous a permis d'amener de la lumière jusqu'au cœur de la circulation. Ensuite, là on est à l'intérieur du logement. Ici c'est un logement où il y a un duplex. Donc ce sont des appartements qui sont de taille assez petite, mais on arrive, en travaillant les plans, on arrive à avoir quand même de grandes qualités d'espace et de luminosité. Tous les logements sont traversants et on a aussi l'habitude de travailler, donc le détail dont je vous avais parlé sur la maison, qu'on avait réalisé
en premier, on arrive à le retranscrire dans des logements. Et donc ici, c'est des logements sociaux. Et on a donc ces placards, ce mobilier qu'on arrive à faire sur mesure. Pour nous, la lumière, elle est importante également jusqu'au cœur de la salle de bain, des salles d'eau. Et donc là, on a réussi à amener de la lumière soit en façade sur la façade principale, soit en toiture, en venant récupérer une toiture, une lumière zénitale. Ici, c'est un troisième projet, donc c'est du logement en accession. C'est pour deux clients, Emerige et la CEMIP. Donc il y a un bailleur social et un promoteur qui se sont mis ensemble pour développer 3 bâtiments de 88 logements en accession sur 2 terrains. Donc on a ces 3 bâtiments sur 2 parcelles qui forment ce projet de 88 logements. On est sur un site qui est privilégié puisqu'on est face au canal de l'Ourcq. Et donc on a un site qui est très reconnaissable et très lumineux avec un ensoleillement qui est assez privilégié. On a pour ce projet pris un vocabulaire qui est... on a repris la trame, on a donc un projet qui est en briques et on a également une modénature qui est au cœur de cette trame. On a choisi pour identifier chaque bâtiment une couleur. Donc on a un bâtiment, on va dire rouge, un qui est gris foncé et un autre bâtiment gris clair. On voulait comme ça qu'il y ait une unité, mais que chaque bâtiment ait son identité. Donc là, on peut voir le travail qui a été fait sur la trame, sur les 2 bâtiments, le gris et le rouge. Mais chaque forme, chaque dessin lui donne un vocabulaire propre. C'était un travail qu'on a un petit peu sous-estimé à notre niveau et au niveau de l'entreprise, puisque ça a pris énormément de temps. Chaque brique, il a fallu la poser une par une, tout en réfléchissant à la place exacte de cette brique. Ça donne un résultat dont on est satisfait, l'entreprise également. Oui, ils étaient très contents à la fin. Ils étaient très contents à la fin, mais c'est vrai qu'on a un petit peu eu du mal au début à démarrer. Donc là, je vais vous parler des extérieurs. Tous les logements ont un extérieur, que ce soit sur le jardin avec des balcons ou sur l'espace commun, sur la rue. On a plutôt privilégié le système de loggia. Le système de loggia, pour nous, c'est ce qui permet un petit peu une intimité quand on est au niveau de l'espace public. Donc voilà, on a plusieurs systèmes d'extérieur. Pour les rez-de-chaussée, c'est tout simplement une terrasse qui se prolonge sur le jardin. Et pour les attiques, ce sont les retraits de façade qui nous permettent de dégager de très grandes terrasses assez généreuses. Et ces terrasses, la générosité de ces terrasses bénéficie très souvent à des logements en duplex. Tout comme le projet précédent, le hall d'entrée est important. On avait un petit peu plus d'espace sur ce projet, et donc on a des halls un peu plus grands où on a eu un plaisir à venir dessiner des meubles, un petit mobilier qui permet d'agrémenter les halls, parce que pour nous les halls c'est également un lieu de rencontre, c'est un lieu où on échange avec son voisin, et pour nous il est important de pouvoir le traiter d'une manière très généreuse et d'avoir comme ça non seulement de la lumière naturelle, mais aussi d'avoir de proposer un lieu de rencontre. Là, c'était en revenant après la livraison, donc on avait dû rentrer chez un habitant, et on était content de voir que
cet habitant s'était approprié notre dessin, la réalisation, et avait également, non seulement il avait acheté son mobilier comme tout le monde, mais là, la bibliothèque, c'est quelque chose qu'il est venu faire sur mesure pour continuer notre dessin. Donc on avait eu un plaisir à revenir ici et de voir la projection comme ça des habitants. On a de la chance sur ce projet parce qu'on a de la terre pleine, et on a de la pleine terre, et on a pu bénéficier de l'existence de 3 arbres. Et donc le jardin est déjà mature, on a déjà de l'ombre sur les bâtiments, et pendant les périodes de forte chaleur, c'est un vrai îlot de fraîcheur. On a vraiment un lieu qui est frais et qui nous permet d'avoir comme ça un lieu où on peut un peu venir prendre ses distances et se rafraîchir l'été. Donc voilà, j'ai terminé la présentation de ce projet. Peut-être juste dire, c'est que la matérialité dans ces cas-là, pour nous, c'est important, et elle vient pas gratuitement. C'était un lieu où c'était anciennement le Grand Moulin. Donc il y avait un passé industriel qui nous a poussé vraiment pour le choix de la matérialité. Et du coup, c'était important pour nous de garder un petit peu ces liens qui créent finalement une identité dans le quartier. Et voilà, je pense que c'est des choix comme ça, ou des grands choix comme ça, qui font qu'il y a une appartenance non seulement des résidents, mais des gens du quartier vis-à-vis d'un projet. Voilà. Oui, c'est vrai que dans le quartier, l'intégration de ce nouveau bâtiment a été assez facile grâce à, comme dit Miguel, l'existence de la matérialité de la brique dans le quartier. Là, on voulait présenter un projet que nous avons réalisé en association avec une autre agence, des copains d'école, Chartier d'Alix. Il s'agit des 240 logements sociaux avec une crèche pour les RIVP, le régime immobilier de la ville de Paris. Donc c'est un bâtiment très dense. On est dans le début 20e. C'est vraiment le quartier qui crée un lien avec les Lilas. Donc c'est pour nous devenu un bâtiment qui est devenu signal, qui était signal pour créer vraiment ce lien-là. C'est un bâtiment donc dense, en R+9. La parcelle elle est petite, donc on avait une densité très importante avec 3 programmes. Au rez-de-chaussée, on a bien sûr l'entrée de ce foyer, mais aussi une crèche, des 66 berceaux. Et on a ensuite 240 chambres dans lesquelles il y a une partie foyer jeunes travailleurs, et le dernier étage, c'est des migrants. Voilà. Donc, sous ces projets-là, voilà la densité de la parcelle qu'on avait poussée complètement. Et à votre droite, vous avez le programme dans lequel vous avez au rez-de-chaussée la crèche avec l'entrée à l'angle. Et sur les étages successifs, vous avez les foyers des gens travailleurs avec en R+3 les espaces communs. Voilà. Alors, comme j'ai dit, on est vraiment dans une densité importante, et on est dans un projet qui est très long aussi, de 70 mètres, et donc on a des courses, des paliers communs très, très longs. Et donc, un travail est effectué vraiment en volumétrie pour tailler le bâtiment non seulement à la horizontale, mais aussi à la verticale. Et c'est cette faille-là que vous voyez ici qui permet non seulement créer une respiration dans le volume, mais amener la lumière naturelle dans cette longue circulation. Très important parce que voilà, voilà, sinon c'était un peu pesant. Et cette coupe-là, on voulait la montrer parce que vraiment on voit la magnitude l'envergure en fait de ce geste qui, je pense, qui a pris pas mal de temps à notre bureau d'études et structure, EVP, je le nomme ici, parce que voilà, grâce à lui, en fait, à ce travail-là, on a pu réussir ce défi-là qu'on a levé avec l'entreprise. Voilà.
Donc on était sur ce R+3 commun qui, bien sûr, il se voulait vraiment un lieu où on retrouvait toutes les activités de tout le programme, mais qui est devenu ainsi aussi une terrasse urbaine. Pour la petite anecdote, on s'est calé vraiment, on a calé la terrasse avec la terrasse du cinéma, l'Étoile, qui était en même temps en chantier, avec le même bureau d'études. Donc on a vraiment calé ça en centimètres près. Mais peut-être que je ne vais pas ajouter en fait la matérialité du projet, c'est important. On est vraiment une masse en briques pleines, moulées main, avec un joint vif. Et tous les entailles qu'on a créés pour les faire ressortir, c'était ça l'idée. On a travaillé sur un alliage en cuivre et en aluminium pour que ça puisse, que ce soit pérenne dans le temps et marquer vraiment la tranche dorée du noir. Voilà, un contraste. C'est ainsi que sur cet étage R+3, on retrouve différents espaces comme la cuisine, l'espace de restauration, mais aussi voilà, la terrasse. Alors, un petit mot sur cette terrasse-là qui est en lien avec les cinémas, c'est qu'on a eu un vrai travail des plans et des structures pour créer, malgré la densité et le poids de ces bâtiments, une sensation de légèreté. Et ici, le poteau, il est vraiment déguisé grâce à un miroir. Et l'idée, c'était vraiment préserver cette légèreté et ne pas sentir les 7 étages qui sont au-dessus. Voilà le plan du R+3 qui diffère du plan d'étage commun, dans lequel, en fait, malgré les gaines verticales et les structures, on voulait assez vernaculaire, un peu plus souple, qui est l'étage de toutes les chambres, des 30 chambres qu'on a par étage. Voilà. En fait, là, c'est les stages de respiration. C'est un bâtiment qui doit être efficace, donc on a toute la structure qui plombe, toutes les gaines qui plombent. Mais c'est vrai que sur ce R+3, on a voulu un petit peu mettre en l'air cette organisation et ce côté systématique. Et donc on a comme ça en plan des volumes qui viennent un petit peu briser le côté très régulier. Et voilà, donc là, on a une série de photos habitées de ce R+3, mais aussi du bâtiment. Pour l'occasion, enfin pour le détail, c'est Mir Moraté, le photographe, qui a passé quelques jours dans le bâtiment, qui a permis vraiment de mettre en valeur les usages de ce R+3, qui est devenu un lieu des partages, mais aussi des rencontres. Là, c'est la laverie, toujours du R+3, ou aussi des travails. On a une salle polyvalente qui sert aussi des lieux de travail dans lesquels on peut vraiment venir travailler. Mais aussi, on a des salles où on peut accueillir des événements de toutes sortes d'événements, des naissances ou des baptêmes ou de la danse. Voilà. Là, on a le plan d'étage type dans lequel on a vraiment cette régularité implacable de ce plan-là, mais dans lequel on lit au milieu quand même cette faille verticale qui vient éclairer la circulation. Cette coupe nous montre aussi le rapport entre la respiration du R+3 et le reste du programme. Au rez-de-chaussée, on a la crèche, on a 2 niveaux de chambres. R+3, on a cet espace commun, et au-dessus, 6 étages des chambres qui sont illustrées à votre gauche, dans lesquelles on a la cellule type. On a travaillé aussi vraiment la cellule type jusqu'au détail du mobilier pour créer vraiment un mobilier optimum en mettant des tiroirs partout, sous le lit, mais aussi le banc qui venait au-dessus du radiateur. Et aussi dans la cuisine, on a qui a des volets pliants pour la fermer et vraiment créer un espace coupé du reste de la pièce. Et bien sûr, laisser la liberté aux occupants de donner leur touche. Là,
c'est le rez-de-chaussée dans lequel on peut voir l'ampleur de la crèche avec quand même un espace extérieur qui, lui, il est protégé par une maille métallique qui permet aux enfants d'occuper l'extérieur. L'entrée qui prend en fait le motif de la brique en serrurerie. Et voilà les images de la crèche qui sont habitées, dans lesquelles nous avons travaillé avec un graphiste, les produits d'épicerie. Donc on a poussé le détail jusqu'au graphisme sur le thème de la goutte, qu'il a décliné en toute forme pour créer vraiment un langage adapté pour la petite enfance. Voilà l'espace extérieur qui est protégé donc grâce à cette maille-là qui protège les enfants des possibles jets d'objets des voisins. Et voilà une image dans laquelle on voit les petits occupés et jouer dans la cour de la crèche. Et on finit avec les vues depuis l'extérieur de ce bâtiment-là, avec une vue de coucher de soleil de David Feusel, dans lequel on voit vraiment l'image, enfin la perception qu'on souhaitait avoir de bâtiment, vraiment ce volume très important, mais avec cette coupe horizontale qui permet une respiration urbaine. Et donc là, c'est le dernier projet que je vais vous présenter. C'est un projet qui se situe à Nantes. C'est un projet qu'on vient de livrer en fin d'année et qui est donc du logement en accession. On a 124 logements. C'est pour 2 maîtrises d'ouvrage, Galéo et Villogia. Et c'est un projet qu'on a fait en association avec l'agence Celler et Lucan. Donc on a 7 bâtiments sur une parcelle très vaste qui était déjà plantée. C'était en fait une chêneraie. Donc on avait déjà comme ça un terrain très verdoyant et très riche. Et donc on a essayé de travailler le paysage avec le moins d'impact et le moins d'intervention, puisqu'on avait cette richesse déjà présente. Donc là, le projet était pas encore tout à fait terminé, donc le jardin est encore un petit peu sec et encore en construction. C'est un projet où on n'avait pas beaucoup d'argent, et donc on a essayé de tirer quand même le meilleur de ce qu'on pouvait nous produire, c'est-à-dire des plans de logement de qualité. Enfin, on a essayé de faire le maximum en offrant des terrasses, des balcons, enfin un maximum d'extérieur, et en offrant des vues et une spatialité la mieux organisée possible. Les halls d'entrée, par rapport aux autres projets, ils sont plus simples. La matérialité est beaucoup plus restreinte. On a comme outil du carrelage et de la peinture, mais on a quand même travaillé le projet pour avoir des halls traversants pour laisser rentrer la lumière, et on a réussi à garder une petite assise à côté des boîtes aux lettres. Ici, je vais vous montrer un exemple de plan qu'on a pu développer et où on a essayé de garder une grande qualité. Donc là, on est sur un T3 et pour nous, ce qui était important, c'était d'avoir 2 extérieurs sur le T3 et de pouvoir avoir une fluidité dans le logement et avoir comme ça une circulation qui nous permette de tourner et d'avoir cette sensation d'espace, de luminosité. Et tout ceci avec une surface d'à peu près 64 mètres carrés. Donc le résultat, c'était cet appartement avec beaucoup de charme, puisqu'on a une vue sur la canopée et il y avait quand même, malgré l'économie du projet, on a quand même réussi à avoir une qualité d'espace qui nous a fait plaisir. On est revenu sur le lieu et on a vu comme ça les perspectives que permettaient les 2 extérieurs. Donc c'est des petites choses, mais qui ont permis de nous
de nous amener vers une qualité de logement qui était un petit peu difficile au départ. Et ici, on est sur un extérieur où on arrive également à se protéger et à avoir un côté intime et des bâtiments voisins et un ensoleillement qui vient en toiture, qui vient agrémenter cette terrasse. Donc voilà, là c'était au mois de novembre, on est revenu, le jardin était là, les gens commençaient à déménager et on a pu voir la vie démarrer dans ce projet. Et on a trouvé que malgré l'économie qui nous avait été demandée, il y avait quand même un projet qui était agréable. Tout à fait. Je voulais aussi rejoindre le sujet de la matérialité, qui est, au sein de l'agence devient un sujet, enfin, c'est toujours, hein, c'est vraiment, on a commencé dès le départ, on est confronté à ça, mais de plus en plus aujourd'hui, on est confronté à des objectifs environnementaux et des exigences non seulement des clients, mais aussi des villes et des fuiches de l'eau, qui sont aujourd'hui très exigeantes, mais qui nous poussent à aller vers des choses nouvelles. On parle beaucoup de bio, mais aussi géosourcé. Ici, je vous montre un exemple d'un mur avec un soubassement en béton qui peut être au biocarbone, mais aussi de la terre, qui devient aujourd'hui un des sujets importants pour nous et pour nous tous, en fait, à développer. Le remploi recycler, décarboner les constructions, ça vient au cœur du sujet. Aujourd'hui, on essaie de développer aussi cette notion avec les projets qu'on commence à faire. La brique, elle existe aussi. On essaie de remployer de la brique recyclée. Et donc, c'est des sujets qu'on commence à développer aussi. Mais c'est surtout dans l'optique d'assurer un confort intérieur avec des matériaux nobles, comme on l'a mis ici. Parce qu'on croit que les matériaux sains vont apporter aussi, ont en fait leur force et leur énergie apportée aux résidents et aussi aux espaces habités. Comme dans cette maison-là, des grades de licence dans le pays catalan, dans lesquels on a cette continuité d'extérieur-intérieur, mais aussi dans la matérialité, qui pour nous est importante, et qu'on retrouve souvent, enfin, qu'on essaie souvent de développer dans nos projets. C'est ainsi que, les matériaux, pour nous, les jeux ou la mise en place des matériaux deviennent très importants dans la conception, mais aussi dans la vie après la réception des projets, parce qu'on est convaincu qu'il y a des beaux matériaux forcent les habitants à non seulement à les soigner, mais à préserver en fait l'image et à projeter en fait l'usage. On a aussi une petite, pas un tic, mais une habitude aussi au sein de l'agence, dans cette image-là, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est un projet d'une agence qui s'appelle Hangar, dans laquelle on a un seul matériau qui est développé un peu partout. Et en fait, ça illustre pour nous en fait une stratégie inconsciente, mais qui devient assez efficace au sein de l'agence, dans laquelle on part souvent avec un matériau qui nous permet, grâce à l'économie d'échelle, créer aussi, résoudre des équations économiques avec le client. Et c'est le cas de ces trois projets-là, dans lesquels en fait la matérialité devient un vrai outil, mais aussi un vecteur d'espace qui est très important. Donc c'est non seulement un parement, mais un matériau qui peut créer aussi différents, suivant la mise en place et la mise en œuvre, différentes situations. Voilà, et pour terminer, je voulais juste vous dire que le logement, c'était un travail qui était très important pour nous. C'est un programme qui est souvent très contraint par le budget, les normes, les ambitions, et qui demande beaucoup de travail afin de réussir à trouver un résultat très convaincant. Mais voilà, ça n'en est pas moins un travail très noble, puisque ça concerne tout le monde.
et tout le monde a un jugement possible sur le logement et est concerné. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. On a essayé de tenir dans 1 heure, donc bravo. Comme c'est la fin de journée. Par contre, on peut peut-être ouvrir à quelques questions, puisque maintenant vous allez commencer 2 semaines blanches à vous consacrer au logement. Donc voilà, il y a des questions de matérialité qui arrivent. On commence à faire des façades dans certains ateliers, donc il y a des choses comme ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Ouais. Attends, j'arrive. Alors, moi j'avais une question, c'était comment est-ce que vous qualifieriez vos espaces extérieurs? Selon surtout les projets de ZAC et de logements sociaux. Alors nous, on fait tout pour les faire les plus grands possibles. Après, il y a une réalité qui est soit la norme par rapport au gabarit PLU, soit par rapport aux clients, qui fait qu'il y a toujours des réductions de budget à un moment du projet qui nous demandent de réduire. Mais sur tous nos projets, on a toujours réussi à offrir à quasiment 100% des logements un extérieur. Que ce soit avant le confinement ou après, c'était une donnée pour nous qui était surtout en ville. C'était une évidence. Sur ce projet, on a réussi à avoir ça vous semble peut-être pas incroyable, mais on a réussi à tenir 2 extérieurs sur un logement. Il faut savoir qu'il y a un des extérieurs qui, en phase PC, a disparu et on a réussi à le ramener, je ne sais plus par quelle manigance, mais c'est revenu au moment du chantier. Donc c'est toujours une bataille. Donc on les qualifierait de bataille. C'est une bataille, ces extérieurs. Mais une bataille nécessaire. Hein. Enfin, je pense que c'est là où je voulais en venir quand j'ai mis le mot générosité, dans le sens où je pense qu'il faut être généreux avec les espaces extérieurs, mais pour les tenir, il faut de la conviction. Donc, on est responsable pour les dessiner et la conviction pour les tenir, parce que voilà, il y a des facteurs économiques, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc voilà. En gros, nous, on nous avait dit, la maîtrise d'ouvrage nous avait dit, donc le client, mais un extérieur, ça suffit. Pourquoi 2? Ils n'en ont pas besoin. Voilà, donc c'était une petite bataille. Voilà. Justement, pour reprendre un peu cette question des espaces extérieurs, en tout cas dans notre classe, on a un petit peu de mal à justement trouver un usage à tous ces espaces, comme vous dites, qu'on peut considérer de cours. Nous, en l'occurrence, c'est des cours. C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment trouver un usage, comment adapter ces espaces. Alors en fait, en ville, l'espace extérieur, il faut qu'il puisse accueillir, pour nous, ce qu'on a pu voir, il ne faut pas qu'il soit trop grand, parce que comme les appartements sont petits, ça peut vite devenir des endroits où on vient entasser des objets non utilisés. Donc il ne faut pas qu'il soit trop grand, mais dimensionné pour accueillir une table et pouvoir recevoir un repas de famille ou entre amis. Et ensuite, il y a une difficulté, c'est gérer les espaces communs, qu'ils soient en toiture ou en rez-de-chaussée sur le jardin. Il faut, je pense, qu'il y ait un garant de l'entretien de cet espace extérieur. Alors, où on le relie à un local d'activité, ou c'est un espace comme par exemple dans le projet à Pantin, c'est un espace qui est grand, mais qui a été très bien travaillé par des paysagistes qui s'appellent Bassinet Turquin. Et en fait, il n'est pas assez grand
pour ne pas être entretenu, et en même temps il est assez grand pour que, là on ne le voit pas sur ce dessin, mais en fait il y a un petit cheminement et les enfants sont tout le temps ici en train de faire du vélo, et donc il est utilisé tous les jours. Et on a les appartements du rez-de-chaussée qui ont leur terrasse. Leur terrasse, elle est protégée par la végétation, mais en même temps, elle a un accès aussi directement sur le jardin. Donc, en fait, c'est un doux équilibre entre l'utilisation et sa taille. Bonsoir. Manifestement, donc la brique est un sujet qui vous intéresse tout particulièrement, et vous êtes expert dans la façon de l'assembler, etc. Par rapport justement aux normes dont vous parlez, d'isolation, etc., comment vous positionnez sur sa mise en œuvre? Je pense notamment au projet de Pantin. Moi, c'est un projet devant lequel je passe souvent, et je me suis souvent interrogée sur... alors, première question, est-ce que vous aviez eu à couper la brique? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une recherche de dessin qui imaginerait ne même pas avoir à la couper, quoi, à la laisser entière dans son entièreté en tant que telle, en tant que module canonique, on va dire. Donc ça, c'est ma première question. Et vis-à-vis de la structure, est-ce que c'est donc des briques entières qui sont comme une vêture, donc qui relatent une matérialité voilà, tout à fait particulière? Voilà, quel est votre positionnement par rapport à ça, entre la vérité de la structure? J'imagine qu'il y a du béton derrière. Et voilà Oui, en effet, c'est un double mur. Là, ce que vous voyez là sur l'image, c'est un double mur dans lequel vous avez un complexe béton isolant et briques. Donc, on n'est pas en France, on n'est pas encore dans la logique de supprimer le béton. C'est quelque chose de très compliqué. Mais du coup, on a réussi par contre à travailler sur une matérialité complète. On a vraiment la brique qui est là, qui est déportée grâce à un système d'équerre en fait métallique en inox qui la tiennent. Et en effet, le jeu des mots de nature qui est réalisé dans la trame, au son de la trame, est là grâce à un travail sur des mulots, c'est des demi-briques qui sont elles en quinconce, en décalage par unité. En effet, le prototype a mis un peu de temps à voir le jour, mais une fois qu'on s'est mis d'accord avec l'entreprise et le bureau de contrôle, ça a roulé. Mais voilà, en fait, l'idée, c'était ça. Alors, pour ma part, j'avais une question en ce qui concerne les espaces communs, comme les cuisines, crèches que vous proposez dans vos projets. En fait, j'aurais aimé savoir comment vous pensez qu'il faut les intégrer dans un projet, et aussi comment c'est accueilli quand on va présenter un concours, par exemple. Parce que nous, on parle souvent en cours de logique de compacité, d'optimisation de mètres carrés, etc. Donc là, quand vous faites un étage complet où on a une cuisine, on a un espace, on a des salles de communauté, etc. En fait, j'aurais aimé savoir comment c'est accueilli en réalité. Alors en fait, c'est un projet qui a été gagné sur concours, et quand on a reçu le programme du concours, on nous avait donné une liste de programmes communs avec des mètres carrés. Alors par exemple, la cuisine, 25 mètres carrés, une salle d'études, 30 mètres carrés, il y a une salle de sport, il y a une laverie, enfin il y a toute une liste de programmes communs, et c'était plutôt amené dans le sens où on retrouverait un programme commun par étage. Mais suite à la première réunion de concours, on nous a demandé de ne pas mettre de balcon, de ne pas mettre d'extérieur sur les studios, parce que c'est des petits appartements, et comme les mètres carrés sont très précieux, les gens utilisent toujours, dans ce type de résidence, les gens utilisent toujours leurs extérieurs pour mettre les vélos, les chaussures, les sacs. Et donc ça donne une façade urbaine qui est assez difficile. Nous, donc on était 2 agences, on est sorti de la réunion, on s'est dit mais on peut pas, ils sont 240, on peut pas les laisser sans extérieur, c'est pas possible. Donc on va reprendre le programme, on va mettre tous les communs sur un niveau, on va essayer de le mettre au centre, et là, tout l'espace qui ne sera pas utilisé en construction, ça sera des extérieurs qui pourront se partager. Et en fait, cette réponse, elle a plu. Voilà.
On peut dire que ça marche. Aujourd'hui, en fait, après avoir passé plusieurs fois sur le bâtiment, les gens ils sont contents, ils utilisent, ils prennent soin. Et je pense que ça fait partie aussi non seulement de la vie du bâtiment, mais cette terrasse urbaine, elle marche. Voilà. Comme lieu de rencontre et d'échange. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur votre projet dans le 12e par rapport à la récupération des eaux de pluie. Je voulais savoir si c'était difficile à mettre en place et enfin, comment on pouvait mettre ça en place finalement. Alors en fait, la récupération des eaux de pluie sur cette opération, ça se fait surtout par la pleine terre qui est restée dans le petit morceau de jardin qu'on a su préserver, et par les toitures végétalisées qui ont à peu près 40 cm de pleine terre. Et donc c'est avec ces terrasses végétalisées qu'on récupère le plus d'eau de pluie. Et juste, j'ai une toute petite deuxième question. Sur votre premier projet, la maison en bois de cèdre, je voulais juste savoir si la structure, enfin, quelle était la structure, si c'était du bois aussi ou si pas du tout. Alors pour cette maison, on a un système de poteaux-poutres en béton, on a un remplissage en monomure, ensuite on a un isolant en bois et on a ce bardage à claire-voie. Donc en fait cette maison, si elle devait aujourd'hui être étudiée par rapport à sa certification environnementale, elle serait très performante. Belle épaisseur. On a des grosses épaisseurs de murs, mais pas beaucoup de béton en fait. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question concernant l'impact des mitoyens sur le dessin des façades, notamment dans le contexte urbain. Donc avec, celui-ci par exemple? Oui. Pardon. En fait, alors, donc, il y a un petit sujet que je voulais juste éclaircir. Le fait que notre bâtiment déborde sur la voie publique, ça, c'est parce que la parcelle, elle était faite comme ça. Donc, nous, on a traité ce débord avec un arrondi, parce qu'on trouvait que le côté orthogoné allait être trop difficile. Et ensuite, on a un bâtiment de type faubourien à droite et un bâtiment qui est aussi du logement social et qui est en briques sur la gauche. Et en fait, le bâtiment qui est en briques, il est très, très lourd dans son ornementation. Donc nous, en fait, on a essayé de faire un lien entre ce bâtiment très ornementé et le bâtiment faubourien qui a juste un enduit lisse. Et vous ne le voyez pas sur les photos, mais face à cette rue, on a la mairie qui a une belle décoration avec de la brique. Donc en fait, nous on a essayé de créer un lien entre les deux bâtiments existants. J'ai répondu à votre question? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai deux petites questions. La première qui est d'ordre un peu financière. Pour avoir une notion de prix entre ces logements sociaux et les autres logements sociaux que vous avez construits à Nantes, je crois, en termes de prix au mètre carré, la différence, parce que qualitativement, on sent bien que c'est pas la même chose. Donc, c'est de quel ordre de grandeur? Complètement. Donc, cette opération en briques dans le 12e arrondissement, c'était une opération où on avait eu une enveloppe de budget confortable parce que c'était des bâtiments BEPOS. Donc, il y avait une envie de performance et de recherche. Donc, on avait à peu près 2 400 € du mètre carré, ce qui est très confortable, confortable. Pour cette opération, là, on n'est pas sur du logement social, c'est de l'accession et de l'accession sociale. Il y a les deux, mais c'est de l'accession. Et là, on est à Nantes. C'est quand même un peu moins cher de construire à Nantes et en périphérie de Nantes
que dans le centre de Paris. Et donc là, on est à peu près à 1 500 € du mètre carré. Donc on a 1 000 € d'écart. C'est beaucoup, c'est énorme. Ok, enfin, la deuxième question, mais du coup vous avez à peu près répondu, c'est justement la dimension BPOS. Est-ce que c'était un parti pris de l'agence ou quelque chose qui était défendu par l'agence, ou bien c'est une volonté du bailleur? C'est une demande du bailleur pour tout ce qui court en ce moment, pour avoir une virtuosité environnementale. Ok, et donc vous donc derrière... c'était une demande du client. Et vous avez les contraintes, mais tout ce qui était justement chauffage au chaudière feu de bois, récupération des eaux de pluie, panneaux photovoltaïques, c'est des choses qui ont été imposées, où il y a un moment l'agence a dit nous on aimerait bien mettre ça en place dans non, c'est pas du tout imposé. Nous on avait un programme, on nous demandait d'être BPOS, donc de produire plus d'énergie qu'on en consomme. Et après nous on a travaillé avec des bureaux d'études spécialisés et on a pris cette stratégie. On avait plusieurs options et on avait envie d'essayer la chaufferie bois. Ok, merci. Merci. Juste pour dire que ces choix-là, ça se reflète aussi dans les prix. Ce n'est pas ce qui a été vu économique. Merci Christelle, merci Miguel pour cette conférence. Merci.